Un homme âgé fragile, marqué par des années de souffrance dans un foyer abusif, décide de s'échapper à la recherche de liberté et de dignité. Dans l'obscurité de son périple, il rencontre une jeune femme courageuse dont l'empathie la pousse à affronter des dangers inimaginables pour le sauver. C'est une histoire de courage, de sacrifice et de la force des liens humains, capable de toucher même les cœurs les plus endurcis. Imaginez une nuit froide et silencieuse, où seul le bruit du vent traverse l'obscurité. Au cœur d'un quartier oublié, un petit foyer pour personnes âgées se cache dans l'ombre. Derrière ces murs, des cris étouffés et des visages fatigués racontent des histoires de désespoir. Parmi ces visages se trouve Ernesto, un homme de 76 ans dont les yeux reflètent une tristesse indescriptible. Ernesto a toujours été un homme fort, propriétaire d'une petite boulangerie dans sa jeunesse, connu pour sa générosité. Mais la vie ne lui a pas été clémente. Après avoir tout perdu, sa femme, ses enfants et son indépendance, il a été envoyé dans ce foyer, où un traitement cruel et négligent est devenu sa nouvelle réalité. Montrez que vous aimez les histoires inspirantes en vous abonnant à la chaîne et en laissant votre like dès maintenant. Cette nuit-là, quelque chose change en Ernesto. Un incident cruel impliquant un autre résident âgé, sévèrement puni pour avoir demandé de la nourriture supplémentaire, allume une étincelle de révolte dans son cœur. Il savait qu'il ne pouvait plus rester là. Avec des pas prudents et le cœur battant, Ernesto planifie son évasion. Il observe attentivement les horaires du personnel, cherchant une faille dans les heures les plus sombres de l'aube, lorsque les autres résidents sont profondément endormis. Ernesto enfile un vieux manteau, attrape une canne cassée et se faufile par la porte arrière, qui a été négligemment laissée entr'ouverte. L'air froid de la nuit l'enveloppe comme une étreinte glaciale. Chaque pas hors du foyer est un défi, ses genoux lui font mal, son cœur bat la chamade et son esprit est alerte à chaque bruit. Il sent le danger d'être attrapé à tout moment, mais quelque chose de plus fort le pousse, l'espoir. Après des heures de marche à travers la ville déserte, Ernesto trouve un banc dans une place et s'assied pour reprendre son souffle. Son corps réclame du repos, mais il sait qu'il ne peut pas s'arrêter longtemps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une jeune femme nommée Clara se prépare à dormir. À 24 ans, Clara travaille dans un café et partage son temps entre ses études et sa passion pour aider les personnes vulnérables. Élevée par une grand-mère aimante, elle comprend la valeur de prendre soin des personnes âgées, mais connaît aussi les luttes pour combattre les injustices. Le lendemain matin, en se rendant au travail, Clara passe par la même place où Ernesto a dormi. Son regard attentif remarque l'homme assis sur le banc, voûté et clairement épuisé. Quelque chose dans son expression la fait s'arrêter. « Ça va ?» demande-t-elle d'une voix douce mais ferme. Ernesto lève lentement les yeux, surpris par cette approche. Il hésite à répondre, craignant que chaque mot puisse le ramener au foyer. Mais le regard de Clara est différent. Il y a une gentillesse qu'Ernesto n'a pas vue depuis des années. « Je suis juste fatigué, ma jeune dame, » répond-il, la voix tremblante. Clara sent qu'il y a plus dans son histoire qu'il ne veut bien dire. Sans le presser, elle lui offre un café chaud dans le petit établissement où elle travaille. Ernesto hésite, mais la faim et l'épuisement le convainquent. Assis à une étable près de la fenêtre, Ernesto tient la tasse de café avec des mains tremblantes, tandis que Clara l'observe attentivement. Elle remarque les égratignures sur ses bras et la maigreur de son corps. « Avez-vous quelqu'un pour prendre soin de vous ?» demande-t-elle, brisant le silence. La question frappe Ernesto comme une lame. Il soupire profondément et, pour la première fois, laisse échapper quelques mots « Non, je n'ai personne ». Clara sent une boule se former dans sa gorge. Quelque chose lui dit qu'elle ne peut pas simplement ignorer ce qui se passe. Ne sachant pas exactement quoi faire, elle prend une décision impulsive « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je veux vous aider. Vous pouvez me faire confiance. » Ernesto hésite un instant, ses pensées oscillant entre la peur et l'espoir. Il sait que faire confiance à Clara pourrait être dangereux, mais en même temps, il sent qu'il n'a pas d'autre choix. Avec un léger hochement de tête, il accepte son aide. Clara, déterminée à agir, décide de l'emmener dans sa petite maison à la périphérie de la ville. En chemin, Ernesto reste silencieux, observant le monde autour de lui comme si c'était la première fois depuis des années qu'il pouvait respirer. Les rues sont animées, mais aucun visage ne semble menaçant. Pour la première fois, il sent qu'il a échappé au cauchemar qui l'avait emprisonné.
Lorsqu'ils arrivent à l'appartement de Clara, Ernesto entre timidement. L'endroit est simple, avec des meubles modestes et une décoration qui reflète la personnalité accueillante de la jeune femme. Des livres sont empilés dans un coin et une tasse de thé oubliée repose sur la table. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez, je vais préparer quelque chose à manger, dit Clara avec un sourire. Ernesto, toujours méfiant, choisit une chaise près de la fenêtre. Pendant que Clara prépare un sandwich et réchauffe de la soupe, il observe ses mouvements. Il se demande pourquoi une jeune femme si pleine de vie choisirait d'aider un étranger comme lui. Après quelques minutes, Clara place un plateau devant lui. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que ça vous plaira. Ernesto prend la cuillère avec des mains tremblantes. Le goût simple de la soupe lui semble un festin après des années de nourriture rationnée et insipide au foyer. Entre les cuillerées, Ernesto brise enfin le silence. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Clara le regarde, réfléchissant à sa réponse. « Ma grand-mère disait que la gentillesse est la seule chose qui ne s'épuise jamais. Et je sens que vous en avez besoin en ce moment. » Ces mots touchent Ernesto comme une étreinte chaleureuse. Il réalise que Clara est sincère, et cela l'encourage à partager un peu de son histoire. « J'étais dans un endroit, un foyer. Ce n'était pas une maison, mais une prison. Les gens là-bas ne nous traitaient pas comme des êtres humains. Il y avait des cris, des humiliations, même des agressions. Je ne pouvais plus le supporter. » Clara écoute attentivement, sentant une boule se former dans sa gorge. C'est terrible. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Ernesto secoue la tête, le poids de son expérience se reflétant dans ses yeux. Quand j'ai vu un ami se faire battre pour avoir demandé plus de nourriture, j'ai décidé qu'il valait mieux tout risquer que de rester là-bas. Clara ressent un mélange d'indignation et de compassion grandir en elle. Elle ne sait pas comment, mais elle sent qu'elle doit faire quelque chose pour aider Ernesto à trouver justice et sécurité. Cette nuit-là, pendant qu'Ernesto dort sur le petit canapé du salon, Clara recherche en ligne des informations sur les cas de maltraitance dans les foyers. Elle découvre des récits troublants et même des enquêtes en cours dans des institutions similaires. L'indignation grandit, mais elle réalise aussi qu'affronter quelque chose comme ça peut être dangereux. Le lendemain matin, Clara part travailler et promet à Ernesto qu'elle reviendra avec des courses. Il la remercie, mais une fois seul, il commence à douter qu'il soit juste d'impliquer la jeune femme dans ses problèmes. Il se demande s'il devrait partir avant que la situation ne se complique pour elle. Pendant ce temps, au café où elle travaille, Clara ne peut pas sortir Ernesto de ses pensées. Elle parle à une collègue de confiance, Mariana, de ce qu'elle a découvert. « C'est horrible, Clara, mais es-tu sûre que c'est sûr d'aider cet homme ?» demande Mariana, inquiète. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas l'ignorer. Il s'est échappé pour une raison, et si personne ne fait rien, qui l'aidera ?» Mariana soupire, réalisant la détermination dans les yeux de Clara. « Alors fais attention, et si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. » Lorsque Clara retourne à l'appartement, elle trouve Ernesto assis sur la même chaise, regardant par la fenêtre. Il semble perdu dans ses pensées, mais lorsqu'il la voit entrer, il sourit faiblement. « Je pensais que vous ne reviendriez pas, » avoue-t-il avec un ton de tristesse. « Et vous laissez seul ?»« Jamais, » répond Clara, déterminée. Elle pose les courses sur la table et lui tend un sac avec quelques vêtements qu'elle a achetés en chemin. « Je ne sais pas s'ils vous iront, mais j'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Ernesto prend les vêtements avec gratitude, les yeux embués. « Vous n'aviez pas à faire ça. Vous avez déjà tant fait pour moi. Et je n'ai pas encore fait assez. Nous devons penser à la prochaine étape, » dit Clara d'un air sérieux. Ernesto la regarde en silence. Il sait que Clara est prête à l'aider, mais il sent aussi le poids de la responsabilité. Il ne veut pas la mettre en danger, mais il réalise qu'il ne peut pas survivre seul. « Je pense savoir par où commencer, » dit-il hésitant. Clara l'encourage à continuer. Le foyer, il y a des dossiers, des documents. Ils prouvent ce qui s'y passe. Mais ils sont bien gardés. Si nous pouvons y accéder, peut-être que nous pourrons exposer ce qui se passe. Clara sent un frisson lui parcourir l'échine. S'introduire dans un endroit comme ça ne sera pas facile. Mais la détermination dans les yeux d'Ernesto la motive. Si c'est ce que nous devons faire, nous trouverons un moyen. Les jours suivants sont marqués par la tension et la planification.
Clara et Ernesto savent que le foyer n'est pas un endroit comme les autres. Il est dirigé par des gens qui semblent prêts à tout pour cacher ce qui se passe derrière ces murs. Pourtant, Clara est déterminée à agir. Une nuit, assise à la table du petit salon, Clara étale une carte rudimentaire du quartier où se trouve le foyer. Ernesto l'aide à marquer les points importants, l'entrée principale, les horaires du personnel et, surtout, la salle où sont conservés les dossiers. La salle des dossiers est au 2e étage, près des escaliers. Le problème, c'est qu'elle est toujours verrouillée et seule la directrice a la clé, explique Ernesto prudemment. Clara fronce les sourcils, analysant les informations. Si seule la directrice a la clé, nous aurons besoin d'une autre approche. Peut-être qu'il y a une copie cachée quelque part, ou peut-être qu'il y aura un moment où elle laissera la porte ouverte. Ernesto soupire. Il sait que le plan est risqué, mais en regardant Clara, il réalise qu'elle n'a pas l'intention d'abandonner. Et s'ils se rendent compte que nous essayons quelque chose? Je ne veux pas que vous soyez blessés à cause de moi. Clara sourit faiblement, essayant de le rassurer. Ernesto, j'ai déjà pris ma décision. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Dans les jours qui suivirent, Clara fit des visites discrètes dans le quartier où se trouvait le foyer. Elle prétendait être perdue ou intéressée par une propriété voisine, tout en observant les habitudes de l'institution. Elle découvrit que le personnel travaillait de longues heures et que, la nuit, la surveillance était plus relâchée. L'une des informations les plus précieuses lui vint d'une femme nommée Martha, qui travaillait dans une épicerie voisine. Sans savoir que Clara était impliquée avec Ernesto, Martha mentionna que le foyer avait une terrible réputation parmi les habitants du quartier. J'ai entendu des histoires de gens qui crient à l'intérieur, et personne ne semble y rester très longtemps. Un jour, j'ai vu un homme âgé se faire repousser quand il a essayé de partir, dit Martha avec indignation. Clara écouta attentivement, mémorisant chaque détail. Lorsqu'elle rentra chez elle ce soir-là, elle partagea tout avec Ernesto. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à savoir que quelque chose ne va pas dans cet endroit. Cela pourrait être à la fois bon et mauvais, répondit Ernesto. Si d'autres personnes remarquent quelque chose, nous pourrions obtenir du soutien, mais cela signifie aussi que ceux qui sont responsables pourraient être encore plus vigilants face à toute menace. Cette nuit-là, pendant qu'Ernesto dormait, Clara commença à écrire une lettre anonyme à un journaliste local qui enquêtait sur des cas de corruption et d'abus. Elle savait qu'avoir un allié dans la presse pourrait être crucial s'il parvenait à obtenir des preuves. Le lendemain, Clara déposa la lettre dans une boîte aux lettres, sentant son cœur battre à tout rompre. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais augmentait aussi le risque. Cet après-midi-là, Clara et Ernesto décidèrent de franchir une nouvelle étape, une visite au foyer, déguisée en tentative de don. Clara apporta un sac de vêtements et de produits de première nécessité, tandis qu'Ernesto restait caché à proximité, observant à distance. Lorsque Clara arriva à la réception, elle fut accueillie par une femme sévère qui semblait méfiante. « Que voulez-vous » demanda la femme, sans cacher son impatience. « Bonjour, je m'appelle Clara. Je passais par là et j'ai pensé faire un don pour les personnes âgées. Ce sont des vêtements et de la nourriture non périssables, » répondit Clara, essayant de paraître naturelle. La femme fronça les sourcils mais accepta le sac sans enthousiasme. « Merci, vous pouvez le laisser ici. » Clara profita de l'occasion pour engager la conversation. « Ça semble être un endroit très fréquenté. Je suppose que s'occuper de tant de gens doit être un travail difficile. » La femme haussa les épaules, visiblement mal à l'aise. « Ouais, quelque chose comme ça. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Clara hocha la tête et recula, mais avant de partir, elle eut le temps d'observer rapidement les alentours. La réception était équipée d'une caméra de sécurité dans un coin, et la porte menant au couloir principal semblait contrôlée par une carte électronique. Lorsqu'elle retourna auprès d'Ernesto, Clara décrivit ce qu'elle avait vu. « Ce sera plus difficile que prévu. La sécurité est serrée, et ils ont l'air de surveiller tout ce qui entre et sort. » Ernesto, bien qu'inquiet, se sentit aussi soulagé que Clara n'ait pas été découverte. « Peut-être devrions-nous attendre un peu avant de tenter quelque chose de plus gros. Je ne veux pas que tu prennes de tels risques. » Mais Clara secoua la tête, déterminée. « Ernesto, chaque jour qui passe, d'autres personnes dans ce foyer souffrent comme tu as souffert. Nous ne pouvons pas attendre éternellement. » Cette nuit-là,
Alors qu'ils discutaient de leur prochaine étape, quelque chose d'inattendu se produisit. Un coup fort à la porte les fit sursauter. Ernesto regarda Clara avec effroi. « Ils nous ont trouvés, murmura-t-il, la voix tremblante. Clara s'approcha lentement de la porte, essayant de paraître calme, mais son cœur battait la chamade. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, tenant une enveloppe. « Clara » demanda-t-il, la regardant dans les yeux. Clara hocha la tête, sentant son estomac se nouer. « C'est pour vous. » « Je n'ai rien demandé, » dit-il en tendant l'enveloppe avant de disparaître dans l'obscurité de la rue. Lorsque Clara referma la porte et ouvrit l'enveloppe, elle trouva une note courte et directe. « Si vous savez ce qui est bon pour vous, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. » Clara tenait la note avec des mains tremblantes. Les mots, bien que brefs, portaient le poids d'une menace voilée qui résonnait dans son esprit. Elle se tourna vers Ernesto, qui la regardait avec des yeux écarquillés, imaginant déjà le contenu du message. « Qu'est-ce que ça dit » demanda-t-il d'une voix basse. Clara prit une profonde inspiration et lui montra la note. Ernesto la lut rapidement, son expression passant de l'inquiétude à la terreur. « Clara, c'est sérieux. Ils savent que nous enquêtons. Tu dois arrêter avant que quelque chose de pire n'arrive. » Clara secoua la tête, déterminée. « Non, cela prouve seulement que nous sommes sur la bonne voie. Ils ont peur, Ernesto. C'est pour ça qu'ils essaient de nous intimider. » Ernesto passa une main sur son visage, sentant le poids de la situation. Il savait que Clara était courageuse, mais il craignait que son audace ne la mette en danger. Et s'ils vont au-delà des menaces? Je ne peux pas laisser quelque chose t'arriver à cause de moi. Clara s'approcha, prenant les mains d'Ernesto. Écoute, Ernesto, je ne vais pas abandonner. Pas maintenant que nous sommes si proches. J'ai déjà envoyé une lettre à un journaliste, et je continuerai jusqu'à ce que nous obtenions des preuves. Mais nous devons être plus prudents. Cette nuit-là, Clara verrouilla toutes les portes et fenêtres avant d'aller se coucher, sentant un poids sur sa poitrine. Ernesto, de son côté, avait du mal à fermer les yeux, craignant qu'à tout moment quelqu'un ne force l'entrée de l'appartement. Le lendemain matin, Clara reçut un appel inattendu. C'était Santiago, le journaliste à qui elle avait envoyé la lettre. Il était intéressé par l'affaire et voulait en savoir plus sur ce qui se passait au foyer. « J'ai lu votre lettre, et si ce que vous dites est vrai, cela doit être exposé. Mais j'aurai besoin de quelque chose de plus concret pour avancer, » dit Santiago. Clara expliqua la situation, y compris l'évasion d'Ernesto et les mauvais traitements dont il avait été témoin. « Nous avons un plan pour obtenir les dossiers du foyer, mais nous avons besoin de conseils, et bien sûr, de quelqu'un qui puisse exposer cela sans peur. » Santiago marqua une pause, pesant les risques. « Si vous pouvez obtenir ces preuves, je promets de faire ma part. Mais soyez prudents. Les gens qui commettent ce genre d'abus n'ont aucun scrupule. » Après avoir raccroché, Clara raconta à Ernesto l'appel. Ils se sentaient partagés. D'un côté, le soutien d'un journaliste était exactement ce dont ils avaient besoin, de l'autre, cela rendait la situation encore plus risquée. « Il a raison, Clara. Nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. » Clara acquiesça, et ils commencèrent à affiner leur plan. L'idée d'entrer dans le foyer semblait de plus en plus dangereuse, mais aussi inévitable. Ils décidèrent que le bon moment serait pendant un changement d'équipe, lorsque les mouvements internes seraient plus chaotiques. 2 jours plus tard, Santiago organisa une rencontre dans un café pour discuter des détails. C'était un homme d'âge moyen, aux yeux perçants et à la voix ferme qui inspirait confiance. « J'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez. Chaque détail pourrait être important, » dit-il en prenant des notes. Ernesto commença à parler, décrivant les abus, les cris la nuit, les punitions pour des infractions mineures. Clara ajouta les informations qu'elle avait recueillies sur la sécurité du foyer et les soupçons des habitants locaux. « C'est pire que ce que je pensais, » murmura Santiago en parcourant ses notes. « J'ai quelques contacts qui peuvent t'aider, mais nous aurons besoin de preuves solides. » Clara et Ernesto hochèrent la tête, conscients qu'ils étaient en territoire dangereux. Santiago fit alors une suggestion audacieuse. « Il y a un moyen de rendre cela public même sans les dossiers, mais c'est risqué. Si nous pouvons obtenir un témoignage vidéo détaillé d'Ernesto, nous pourrons commencer à faire pression avant même d'entrer dans le foyer. »
Cela attirera l'attention et pourrait décourager toute représaille. Ernesto resta silencieux, réfléchissant. Il savait qu'exposer son histoire était nécessaire, mais la peur de ce qui pourrait arriver était immense. « Et s'il me retrouve après ça » demanda-t-il, hésitant. Santiago posa une main sur l'épaule d'Ernesto, d'un geste rassurant. « Nous te protégerons, je te le promets. Nous prendrons soin de toi. Mais la décision t'appartient. » Clara regarda Ernesto avec des yeux pleins d'encouragement. « Ernesto, ton histoire pourrait sauver d'autres personnes. Pense à tous ceux qui souffrent encore là-bas. » Après quelques minutes de silence, Ernesto hocha la tête. « Allons-y. » Le lendemain, Santiago apporta une caméra portable à l'appartement de Clara. Ils installèrent une petite scène dans le salon, avec Ernesto assis sur une chaise et Clara à ses côtés. Lorsque l'enregistrement commença, Ernesto prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. Sa voix était faible au début, mais elle prit de l'assurance au fur et à mesure qu'il parlait. Il évoqua l'abandon, la négligence, les abus et les punitions inhumaines. « Je ne raconte pas ça pour moi. J'ai déjà traversé tout ça. Mais je ne veux pas que d'autres aient à le subir. J'espère que quelqu'un entendra et agira, conclut-il, les larmes aux yeux. » Santiago termina l'enregistrement, visiblement ému. « Cela va faire du bruit, Ernesto. Je vais le monter et le publier aujourd'hui. » En partant, Santiago promit que la vidéo serait envoyée à divers médias indépendants. Clara et Ernesto savaient que ce n'était que le début, mais ils sentaient qu'ils avaient franchi une étape importante. Cette nuit-là, alors qu'ils regardaient la télévision, Clara et Ernesto reçurent un appel anonyme. « Vous jouez avec le feu. Arrêtez ça avant qu'il ne soit trop tard, » dit une voix froide avant de raccrocher. Clara raccrocha le téléphone, furieuse, mais Ernesto semblait encore plus secoué. « Il nous surveille, » murmura-t-il. Clara lui serra la main fermement. « Ils veulent nous faire peur, Ernesto, mais nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. » Dehors, une voiture noire passa lentement dans la rue, ses phares illuminant la fenêtre pendant quelques secondes avant de disparaître au coin de la rue. La nuit. La nuit semblait plus longue que d'habitude après l'appel anonyme et la voiture mystérieuse. Clara et Ernesto savaient qu'ils étaient surveillés. La tension dans l'air était palpable, mais Clara, déterminée comme toujours, maintint sa position ferme. « Nous ne pouvons pas les laisser nous intimider, Ernesto. C'est exactement leur but. Ils veulent que nous ayons peur, que nous abandonnions. » Ernesto regarda Clara, admirant le courage de la jeune femme, mais son cœur était agité. Il avait déjà tant souffert et ne voulait pas que Clara paie un prix élevé pour l'avoir aidé. Le lendemain matin, Santiago tint sa promesse. Le témoignage d'Ernesto fut publié sur une chaîne d'information indépendante et commença rapidement à attirer l'attention. La vidéo fut partagée par des groupes locaux, générant une vague d'indignation parmi les habitants de la ville. « C'est absurde. Comment ces choses peuvent-elles encore arriver ?» lisait-on dans l'un des commentaires. « Nous devons faire quelque chose pour aider ces personnes âgées », écrivait un autre. Mais avec le soutien vinrent aussi les critiques et les sceptiques. Cela semble mis en scène. Pourquoi n'y a-t-il pas de preuves concrètes? Clara lut les commentaires pendant le petit déjeuner et ressentit un mélange d'émotions. D'un côté, elle était soulagée de voir que beaucoup de gens croyaient Ernesto et voulaient la justice. De l'autre, elle savait que les critiques ne faisaient que renforcer la nécessité de preuves tangibles. Ce jour-là, Santiago rendit visite à Clara et Ernesto pour discuter des prochaines étapes. La vidéo crée du remous, mais vous savez que ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de quelque chose qui ne puisse pas être remis en question, dit-il d'un ton sérieux. Clara hocha la tête. Je suis d'accord. Nous devons entrer dans le foyer et obtenir les dossiers. Il n'y a pas d'autre moyen. Ernesto, assis sur le canapé, semblait plus abattu que jamais. Il savait que c'était nécessaire, mais il ne pouvait chasser la peur que quelque chose ne tourne mal. Comment allons-nous faire ça? Ils ont des caméras, de la sécurité. C'est trop risqué. Santiago sortit une feuille de papier et commença à esquisser un plan. Nous aurons besoin d'un élément de surprise. Clara, tu as déjà repéré les heures de changement d'équipe, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Oui, le changement d'équipe a lieu vers 19 heures.
À ce moment-là, ils sont plus détendus. Parfait, nous allons en profiter, poursuivit Santiago. Clara et moi allons créer une distraction à l'entrée pendant qu'Ernesto entre par l'arrière. Il connaît les lieux et sait où se trouvent les dossiers. Les yeux d'Ernesto s'écarquillèrent. Moi? Entrer là-bas à nouveau? Je ne sais pas si je peux. Clara posa une main sur son épaule. Ernesto, je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu es le seul à savoir où trouver les preuves. Et nous ne te laisserons pas seul. Après un long moment de silence, Ernesto soupira et hocha la tête. D'accord, allons-y. Cette nuit-là, tout était prêt. Clara et Santiago arrivèrent au foyer avec un grand sac, prétendant être des bénévoles intéressés à faire un don de nourriture. Pendant ce temps, Ernesto attendait dans une ruelle voisine, caché dans l'obscurité. À la réception, Clara et Santiago commencèrent à discuter avec la même employée que Clara avait rencontrée auparavant. Nous avons apporté quelque chose pour les personnes âgées. Nous savons que s'occuper de tant de gens n'est pas facile, dit Santiago d'un ton amical. L'employée, méfiante, examina le sac, mais fut bientôt distraite par un appel téléphonique. Cela nous donnera du temps, chuchota Santiago à Clara. Pendant ce temps, Ernesto s'approcha de l'arrière du bâtiment. Il trouva la porte de service entr'ouverte, comme prévu. Avec des pas prudents, il entra dans le couloir sombre, essayant de contrôler le son de sa respiration. Tout semblait se dérouler selon le plan, jusqu'à ce qu'Ernesto entende des voix. Deux membres du personnel discutaient dans le couloir de quelque chose concernant une livraison retardée. Il se cacha rapidement dans un placard à balai, serrant sa canne avec force en attendant qu'il passe. De retour à la réception, Clara réalisa qu'il manquait de temps. L'employé termina son appel et commença à poser des questions. « Vous avez dit que vous étiez bénévole? » « De quelle organisation ?» demanda-t-elle avec méfiance. Clara essaya d'improviser. « Nous faisons partie d'un réseau communautaire local. Nous n'avons pas d'organisation formelle, mais nous aimons aider quand nous le pouvons. » L'employé plissa les yeux, mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Santiago fit semblant de se souvenir de quelque chose d'urgent. « Oh, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Je reviens tout de suite, dit-il en partant rapidement. Dans le couloir, Ernesto atteignit enfin la salle des dossiers. La porte était verrouillée, comme il s'y attendait, mais lorsqu'il essaya de forcer la poignée, elle grinça et s'ouvrit. Il entra rapidement et commença à fouiller parmi les fichiers. Pendant ce temps, Clara sentait ses nerfs se tendre. L'employée semblait de plus en plus méfiante, et Santiago n'était toujours pas revenu. « Où est votre ami ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Clara essaya de sourire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le son de pas précipités résonna dans le couloir. « Clara, Ernesto prend trop de temps, » chuchota Santiago en s'approchant. Clara savait que le temps était compté. « Nous devons le sortir de là maintenant, » répondit-elle. Soudain, le son d'une alarme retentit. Ernesto, en essayant de saisir un dossier, avait accidentellement déclenché un capteur. « Nous devons courir » cria Santiago. Clara et Santiago coururent vers l'arrière, où ils trouvèrent Ernesto sortant de la pièce avec un dossier de documents à la main. « Vite, par ici » cria Clara alors que les trois s'enfuyaient du bâtiment. L'alarme résonnait dans tout le bâtiment, un son strident qui semblait accélérer les battements de cœur de Clara, Santiago et Ernesto. Avec le dossier de documents fermement pressé contre sa poitrine, Ernesto courut aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Clara et Santiago l'aidaient, restant vigilants à tout mouvement autour d'eux. « Par ici » dit Santiago en pointant une ruelle sombre qui menait à une rue parallèle. Alors qu'il se rapprochait de la sortie, des voix et des pas précipités se firent entendre à l'intérieur du foyer. Le personnel avait remarqué l'intrusion et cherchait les intrus. Clara jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, voyant des ombres se déplacer rapidement à l'intérieur du bâtiment. « Ils arrivent, nous devons être rapides » cria-t-elle. Les trois entrèrent dans la ruelle, l'obscurité les enveloppant comme un manteau. Santiago avait déjà garé sa voiture à proximité, une précaution au cas où ils auraient besoin de s'échapper rapidement. Dès qu'ils atteignirent le véhicule, ils montèrent tous à bord et Santiago démarra le moteur sans hésiter. À l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était endue mais soulagée. Ernesto, encore essoufflé, fixait intensément le dossier dans ses mains.
Il savait qu'à l'intérieur se trouvaient les preuves qui pourraient tout changer. Je l'ai. Tout est là, dit-il, la voix étranglée. Clara le regarda, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu as été incroyable, Ernesto. Maintenant, nous avons ce dont nous avons besoin pour exposer la vérité. Santiago, conduisant rapidement, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier s'ils étaient suivis. Allons dans un endroit sûr. Nous ne pouvons pas risquer d'être découverts maintenant. Ils se dirigèrent vers l'appartement de Santiago, un endroit discret dans un quartier éloigné. Une fois arrivé, Santiago verrouilla rapidement les portes et les fenêtres pendant que Clara et Ernesto s'asseyaient à la table pour analyser les documents. Lorsque Clara ouvrit le dossier, elle et Santiago furent choqués par ce qu'ils trouvèrent. Il y avait des rapports détaillés d'abus physiques et psychologiques, des cas de négligence médicale et même des documents financiers suggérant un détournement de fonds destinés aux soins des personnes âgées. C'est pire que ce que j'imaginais, murmura Clara en parcourant les papiers. Ernesto, bien qu'au courant de nombreuses horreurs, semblait dévasté de les voir documentés de manière aussi froide et calculée. Il savait exactement ce qu'il faisait, et personne n'a rien fait pour les arrêter, dit-il, les larmes aux yeux. Santiago prit quelques documents et commença à les photographier. Avec ça, nous pouvons faire beaucoup de bruit. Je vais envoyer ces images à mes contacts dans la presse. Cela va faire l'effet d'une bombe. Le lendemain matin, les preuves commencèrent à circuler. Des journalistes renommés publièrent des articles détaillés en utilisant les documents comme base. Les réseaux sociaux furent inondés d'indignation et d'appels à une enquête. Cela ne peut pas continuer. Où sont les autorités, lisait-on dans un commentaire. Qui sont les responsables? Nous voulons la justice, criait un autre. La pression publique fut si forte que les autorités locales n'eurent d'autre choix que d'agir. Le foyer fut temporairement fermé pour enquête et une équipe fut envoyée pour interroger les résidents et le personnel. Clara et Ernesto regardèrent les informations à la télévision, ressentant un mélange de soulagement et de nervosité. Ce n'est que le début, Ernesto. Il reste encore beaucoup à faire, dit Clara alors que la vérité commençait à émerger. Cependant, ceux qui étaient responsables du foyer ne restèrent pas inactifs. Ils engagèrent des avocats puissants et lancèrent une campagne pour discréditer Ernesto et Clara. De fausses informations commencèrent à circuler, suggérant qu'Ernesto avait des antécédents de problèmes mentaux et que Clara cherchait à attirer l'attention des médias. C'est absurde, s'exclama Clara en voyant l'un des articles diffamatoires. Santiago essaya de la calmer. C'est à prévoir quand des gens puissants sont acculés. Ils attaquent. Mais ne t'inquiète pas, nous avons la vérité de notre côté. Malgré cela, Ernesto commença à ressentir le poids des accusations. Il savait que beaucoup de gens croyaient les mensonges qui circulaient, et cela le rendait vulnérable. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que personne ne nous croira en fin de compte, dit-il, abattu. Clara s'agenouilla à côté de lui, lui tenant fermement les mains. Ernesto, regarde tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. Les gens écoutent, ils se dressent contre ces injustices. Tu es la raison de cela. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Les mots de Clara donnèrent à Ernesto la force dont il avait besoin. Il savait qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais il était prêt à continuer à se battre. Cette même nuit, Santiago reçut un appel d'un contact inattendu. C'était un ancien employé du foyer qui voulait partager son histoire. J'ai travaillé là-bas. Pendant 2 ans, j'ai vu des choses horribles. Je veux aider, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait me faire, dit l'homme, sa voix tremblante. Santiago organisa une réunion secrète à laquelle Clara et Ernesto l'accompagnèrent. L'ancien employé, un homme nommé Luis, apporta des documents supplémentaires qui corroborèrent les preuves qu'ils avaient déjà recueillies. Je ne pouvais pas dormir la nuit en sachant ce qui se passait. Quand j'ai vu votre histoire à la télévision, j'ai su que je devais faire quelque chose, expliqua-t-il. Avec les preuves supplémentaires fournies par Luis et son témoignage en main, Santiago intensifia la couverture de l'affaire. L'impact fut immédiat. Plus de médias commencèrent à couvrir l'histoire, et les organisations de défense des droits de l'homme se mobilisèrent, exigeant des enquêtes plus approfondies et plus rapides. Clara et Ernesto étaient partagés entre soulagement et anxiété. Le soutien public grandissait, mais cela signifiait aussi qu'ils devenaient de plus en plus exposés.
Ernesto, tu vois ce qui se passe, dit Clara en tenant un journal qui affichait une photo de lui avec la légende, l'homme qui a donné une voix aux oubliés. Ernesto regarda le titre, mais son sourire était timide. Il avait encore du mal à croire que sa voix atteignait autant de gens. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un se soucierait de mon histoire pendant si longtemps. Je me sentais invisible, dit-il, ému. Clara posa sa main sur la sienne. Tu n'es pas invisible, Ernesto, et tu ne le seras plus jamais. Avec la pression croissante, l'affaire dépassa les limites de la ville. Les leaders communautaires d'autres régions commencèrent à signaler des situations similaires dans les refuges voisins, créant un mouvement national pour de meilleures conditions et une meilleure supervision dans les institutions de soins pour personnes âgées. Les réseaux sociaux devinrent un champ de mobilisation, avec des hashtags comme #Justice pour Ernesto et #Dignité pour les aînés qui gagnèrent en popularité. Des personnes de tous âges commencèrent à partager des histoires personnelles sur les maltraitances envers les personnes âgées, créant une vague de sensibilisation. Clara, maintenant plus confiante que jamais, commença à donner des interviews aux côtés d'Ernesto et de Santiago. Dans l'une de ces interviews, elle lança un appel émouvant. « Nous sommes ici parce que nous croyons que personne ne devrait souffrir en silence. » Ce qu'Ernesto a vécu était inhumain, mais il a eu le courage de se battre. Combien d'autres souffrent en silence en ce moment même? Nous ne pouvons pas nous arrêter tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. La vidéo de l'interview devint virale, et les mots de Clara touchèrent des milliers de cœurs. De l'autre côté, ceux responsables du refuge, qui étaient maintenant sous enquête, intensifièrent leurs efforts pour faire taire Ernesto, Clara et Santiago. Une nuit, l'appartement de Clara fut vandalisé. Des messages menaçants furent tagués sur les murs, et la porte fut enfoncée. Quand Clara et Ernesto arrivèrent sur les lieux, ils furent horrifiés. Ils veulent nous intimider. Ils montrent de quoi ils sont capables, dit Santiago en inspectant les dégâts. Clara sentit la colère monter en elle. Cela montre seulement que nous sommes sur la bonne voie. Ils sont désespérés. Malgré l'incident, Clara refusa d'abandonner. Avec l'aide de Santiago, elle et Ernesto furent emmenés dans un endroit sûr où ils pouvaient continuer leur combat sans interruption. Au plus fort des représailles, une organisation internationale de défense des droits de l'homme contacta Santiago. Ils étaient intéressés par le soutien de la cause et offrirent des ressources pour aider Ernesto et Clara. Vous avez lancé quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginiez. Nous voulons nous assurer que ce combat continue, dit un représentant de l'organisation lors d'une réunion virtuelle. Ils offrirent une protection juridique pour Ernesto et une assistance financière pour Clara, lui permettant de se consacrer pleinement à la campagne. Vous n'êtes plus seul. Cela dépasse chacun de nous, conclut le représentant. Avec la pression publique et les nouvelles preuves, les autorités menèrent enfin une opération au refuge. Des employés furent arrêtés, et le directeur, identifié comme le principal responsable des abus et des détournements, fut interpellé. Quand la nouvelle éclata, Ernesto ne put retenir ses larmes. Enfin, la justice est rendue. Clara, assise à côté de lui, sourit. Ce n'est que le début, Ernesto. Maintenant, assurons-nous que cela ne se reproduise plus jamais. Quelques jours plus tard, Clara et Ernesto furent invités à participer à un grand événement communautaire. Sur scène, devant des centaines de personnes, Clara parla avec émotion. Ce combat n'est pas seulement le nôtre. Il appartient à tous ceux qui croient que la dignité humaine doit être protégée à tout prix. Quand Ernesto prit le micro, sa voix, bien que tremblante, était ferme. Je n'ai jamais pensé que ma vie pourrait faire une différence, mais grâce à Clara, Santiago et à vous tous, je suis ici aujourd'hui. Je veux vous remercier de m'avoir redonné espoir. La foule se leva et applaudit, émue par les mots d'Ernesto. L'événement communautaire laissa une marque profonde sur Ernesto. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit la chaleur de l'acceptation, l'étreinte symbolique d'une foule qui reconnaissait sa valeur et son combat. Il était enfin entendu et respecté. Après l'événement, Clara et Ernesto furent approchés par plusieurs personnes qui voulaient partager leurs propres histoires. Une dame âgée avec un foulard coloré s'approcha et serra les mains d'Ernesto avec force. « Merci pour votre courage. Vous avez parlé pour nous tous qui avons été ignorés et abandonnés. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Ernesto, renforçant sa détermination à continuer le combat.
Avec le refuge fermé et les enquêtes en cours, l'affaire d'Ernesto et Clara devint un symbole national de la lutte pour les droits des personnes âgées. Les émissions de télévision commencèrent à discuter du sujet. Des experts débattirent des politiques publiques, et même des politiciens locaux commencèrent à proposer des changements pour prévenir de nouveaux cas d'abus. Santiago, toujours au centre des actions, continua d'utiliser sa plateforme pour amplifier le message. Il publia une série de rapports détaillant les abus non seulement au refuge d'Ernesto, mais aussi dans d'autres institutions similaires qui étaient maintenant sous enquête. Cette histoire a commencé avec un homme, mais elle reflète une réalité vécue par beaucoup. Le système doit changer, et nous devons agir maintenant, dit-il dans une interview. Clara, qui avait commencé ce parcours comme une jeune femme déterminée à aider un homme âgé, devenait maintenant une figure centrale dans la lutte pour la justice. Des organisations commencèrent à la contacter pour participer à des campagnes et des conférences sur l'importance de prendre soin des personnes âgées. Elle accepta avec humilité, mais ne perdit jamais de vue ce qui comptait vraiment, protéger les vulnérables et s'assurer que personne d'autre ne subisse ce qu'Ernesto avait enduré. Mon objectif n'est pas la célébrité ou la reconnaissance. Je veux juste que des histoires comme celle d'Ernesto ne soient plus jamais ignorées, déclara Clara lors d'un événement caritatif. Malgré tout l'impact positif, le voyage apporta aussi des défis personnels. Clara et Ernesto devaient encore faire face aux menaces qui persistaient même après les arrestations initiales. Une nuit, alors que Santiago relisait un nouvel article, Clara reçut un autre appel anonyme. « Vous pensez avoir gagné, mais c'est loin d'être terminé. » Elle raccrocha le téléphone, essayant de rester calme, mais Ernesto remarqua la tension sur son visage. « Ils essaient encore de nous faire peur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton inquiet. Clara hocha la tête, mais serra fermement sa main. « Ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, Ernesto. Nous n'arrêterons pas. » Malgré cela, Clara savait qu'elle devait renforcer la sécurité. Avec l'aide de l'Organisation de défense des droits de l'homme, elle et Ernesto déménagèrent temporairement dans un endroit plus sécurisé, leur permettant de continuer à travailler sans interruption. Pendant ce temps, leur histoire inspira des communautés à travers le pays à s'organiser. Des réseaux de bénévoles furent créés pour visiter les refuges, vérifier les conditions des personnes âgées et signaler les irrégularités. Clara et Ernesto commencèrent à recevoir des lettres et des messages de remerciement de personnes touchées par leur histoire. « Vous m'avez inspiré à rendre visite à mon père dans le refuge et à m'assurer qu'il est bien traité. Merci », disait un message. « J'ai décidé de créer un groupe de soutien pour les personnes âgées dans ma ville. Vous êtes incroyable », écrivit une autre personne. Chaque message renforçait l'idée que, malgré les difficultés, il faisait une différence. Un jour, Clara reçut une invitation inattendue pour une réunion avec un politicien influent qui avait été touché par l'affaire. Il voulait entendre directement Ernesto et Clara sur ce qui pouvait être fait pour réformer le système de soins pour les personnes âgées. Lors de la réunion, tenue dans une pièce simple, Ernesto parla franchement. « Ce dont nous avons besoin, c'est de dignité. Nous ne voulons pas de charité, juste de respect. Les personnes qui travaillent dans ces endroits doivent être formées, supervisées et traitées avec humanité, tout comme les résidents. » Le politicien écouta attentivement et, à la fin, promit de présenter un projet de loi qui régulerait les refuges et augmenterait la surveillance. Clara vit ce moment comme un pas important, mais savait que le combat était loin d'être terminé. Les mots sont un début, mais nous avons besoin des actions concrètes et nous serons là pour nous assurer qu'elles se réalisent, dit-elle fermement. Les reconnexions du passé, alors que la vie d'Ernesto se transformait, quelque chose d'inattendu arriva un jour alors que Clara vérifiait ses emails reçus. Elle trouva un message de quelqu'un se prétendant être un parent éloigné d'Ernesto. « Je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais je suis la petite fille de l'un de ses frères. Je veux savoir comment il va et s'il y a quelque chose que je puisse faire pour l'aider. » Clara montra le message à Ernesto, qui fut visiblement ému. « Je pensais n'avoir plus personne. C'est incroyable de penser qu'il y a encore de la famille là-bas. » Ils organisèrent une rencontre, et quand Ernesto rencontra la jeune femme, ce fut comme si une nouvelle flamme d'espoir s'était allumée dans son cœur. Elle promit de l'aider à reconstruire sa vie, maintenant avec le soutien qu'il pensait avoir perdu à jamais. Les retrouvailles avec sa parente apportèrent une nouvelle énergie à la vie d'Ernesto. Il commença à ressentir quelque chose qui lui avait longtemps semblé inaccessible, un sentiment d'appartenance.
La jeune femme, nommée Elena, partagea des histoires sur la famille qu'Ernesto pensait avoir perdue. Elle apporta de vieux albums photos remplis de souvenirs qu'il n'avait jamais vus. Je ne savais pas que ces photos existaient. Mon père parlait toujours de toi, oncle Ernesto. Il disait que tu étais le cœur de la famille, dit Elena avec un sourire chaleureux. Ernesto tenait les photos avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. Je pensais que tout le monde m'avait oublié. J'avais tort. Clara observa la scène de loin, émue. Elle savait que c'était plus qu'une simple réunion familiale. C'était la confirmation qu'Ernesto n'était pas seul et que, malgré toute la souffrance, la vie pouvait encore apporter des moments de joie et de surprise. Pendant ce temps, l'affaire continuait de résonner. Le projet de loi promis par le politicien commençait à prendre forme. Clara fut invitée à participer à des réunions publiques, partageant son expérience et suggérant des améliorations au système de prise en charge des personnes âgées. Nous avons besoin de transparence et de surveillance stricte. Il ne suffit pas de créer des lois si personne ne les fait respecter. Chaque vie compte, et chaque personne âgée mérite d'être traitée avec respect, dit Clara lors d'une des réunions. Ces mots eurent un écho sur les réseaux sociaux, où elle avait désormais une base de followers grandissante qui admirait son courage et sa détermination. Clara, tu es une inspiration, commenta une personne. Nous avons besoin de plus de gens comme toi pour changer le monde, disait un autre message. Malgré la pression et la fatigue, Clara sentait qu'elle était sur le bon chemin. Ernesto, de son côté, devint une figure symbolique du mouvement, inspirant d'autres personnes âgées à partager leurs histoires. Avec le soutien d'Elena et de Clara, Ernesto commença à reconstruire sa vie. Il emménagea chez Elena, où il trouva enfin la paix et la sécurité. Dans le jardin de la nouvelle maison, Ernesto aimait passer des heures à s'occuper des plantes, quelque chose qui lui rappelait sa jeunesse et le temps où il travaillait à la boulangerie. Les fleurs sont comme les gens, Clara. Elles ont juste besoin de soins et de patience pour s'épanouir, dit-il avec un sourire. Clara vit comment Ernesto changeait, retrouvant la vitalité et la joie qui lui avaient été volées. Tu es la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, Ernesto, répondit-elle, impressionnée par sa force. Alors qu'Ernesto reconstruisait sa vie, le combat pour la justice continuait. Les organisations de droits de l'homme commencèrent à créer des programmes de formation pour le personnel des foyers, s'assurant qu'ils étaient préparés à prendre soin des personnes âgées avec dignité et respect. De plus, plusieurs personnes commencèrent à organiser des visites régulières dans les foyers, apportant des cadeaux, discutant avec les résidents et signalant tout signe d'abus. C'est ce dont j'ai toujours rêvé, Clara. Un monde où personne n'est oublié, dit Ernesto en entendant les bonnes nouvelles. Par une journée ensoleillée, Clara reçut un appel d'un organisateur d'événements locaux. Il voulait honorer Ernesto pour son courage et sa résilience en organisant un événement communautaire en son honneur. C'est pour montrer à tout le monde que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir peut briller. Ernesto, d'abord réticent, fut convaincu par Clara et Elena de participer. Le jour de l'événement, il monta sur scène avec des pas lents mais assurés, acclamé par une foule debout. Il prononça un petit discours préparé avec l'aide de Clara. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait faire une différence. Pendant des années, je me suis senti oublié, invisible. Mais aujourd'hui, en vous regardant tous, je réalise que le courage d'une personne peut en inspirer beaucoup. Merci de ne pas m'avoir laissé abandonner. Les mots d'Ernesto émurent tout le monde, y compris Clara, qui essuya discrètement ses larmes. Après l'événement, Clara et Santiago furent invités à parler dans une émission de télévision nationale. Ils discutèrent de l'importance de créer des politiques publiques qui priorisent la prise en charge des personnes âgées, tout en mettant en avant la force des communautés pour transformer les réalités. Ce combat ne concerne pas un seul foyer. Il s'agit de la manière dont nous voyons nos aînés, de la manière dont nous traitons ceux qui ont construit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dit Clara pendant l'interview. L'impact fut immense, et plusieurs initiatives furent lancées dans différentes parties du pays, inspirées par l'histoire d'Ernesto. Une nuit, alors que Clara rendait visite à Ernesto chez Elena, les deux discutèrent dans le jardin éclairé par les étoiles. « Tu as changé ma vie, Clara. » « Je ne sais pas comment te remercier, dit Ernesto avec un sourire doux. Clara prit sa main et répondit, « Tu m'as appris la véritable signification du courage, Ernesto. »
je n'étais que le canal pour porter ton message au monde. » Les deux restèrent silencieux un moment, appréciant le calme et le sentiment d'une mission accomplie. Les mois suivants, l'événement communautaire apportèrent des changements significatifs. Les enquêtes sur le foyer où Ernesto avait en souffert avancèrent, et les autorités commencèrent à poursuivre non seulement le directeur, mais aussi d'autres membres du personnel qui avaient participé aux abus. La nouvelle des arrestations et de la réouverture du foyer avec une nouvelle administration fut diffusée à l'échelle nationale. Cette fois, l'endroit serait supervisé par un comité indépendant composé de membres de la communauté et d'organisations de droits de l'homme. Il semble qu'ils prennent enfin cela au sérieux, dit Santiago en lisant les mises à jour dans les journaux. Clara sourit, mais son regard resta concentré. Il reste encore beaucoup à faire. Ce n'est que le début. Inspirés par l'impact qu'ils avaient eu, Clara et Santiago décidèrent de lancer une campagne nationale appelée « Dignité pour tous », visant à réformer le système des foyers pour personnes âgées et à sensibiliser au respect et aux soins qu'ils méritent. La campagne incluait des conférences, des réunions communautaires et la création d'un fonds pour soutenir les foyers ayant besoin d'améliorations structurelles et de formation pour leur personnel. Ernesto, malgré son âge avancé, devint l'un des porte-paroles les plus actifs. Dans l'un de ses discours, il dit « J'ai toujours pensé que ma vie avait perdu son sens, mais aujourd'hui, je sais que chacun de nous a le pouvoir d'inspirer le changement. Peu importe l'âge, nous avons tous quelque chose à offrir. » L'impact de la campagne dépassa les frontières du pays. Des organisations internationales commencèrent à se manifester, louant les efforts de Clara, Santiago et Ernesto. Un documentaire sur l'histoire d'Ernesto fut produit par une chaîne renommée, portant le message encore plus loin. Ce qui m'est arrivé n'est pas une exception, c'est une réalité dans de nombreux endroits. J'espère que cette histoire servira à ouvrir les yeux du monde, dit Ernesto dans l'un de ses témoignages pour le documentaire. Lorsque le documentaire fut diffusé, des milliers de messages affluèrent de diverses parties du monde. Les gens partagèrent leurs histoires, remercièrent pour l'inspiration et s'engagèrent à lutter pour le changement dans leur propre communauté. Malgré le succès, le chemin n'était pas sans défis. La résistance de certaines personnes influentes dans le secteur des foyers était encore évidente, et Clara continua à recevoir des critiques. Et parfois des menaces voilées. « Tu savais que ce serait difficile quand tu as commencé, Clara, mais regarde tout ce que nous avons déjà accompli, » dit Santiago, essayant de la réconforter. Clara hocha la tête. « Je le sais, et c'est exactement pourquoi je ne peux pas m'arrêter maintenant. » Après des mois de discussion, le projet de loi inspiré par le cas d'Ernesto fut finalement approuvé. La nouvelle législation établissait des normes minimales pour les foyers, incluant une surveillance rigoureuse, une formation obligatoire pour le personnel et des sanctions sévères en cas de négligence ou d'abus. Clara et Ernesto furent invités à la cérémonie de signature de la loi. Assis au premier rang, ils écoutèrent le discours du politicien qui avait embrassé la cause. Aujourd'hui est un jour historique. Grâce au courage d'Ernesto et de Clara, nous franchissons une étape importante pour nous assurer que nos aînés soient traités avec la dignité qu'ils méritent. Lorsque le discours se termina, Ernesto fut appelé à monter sur scène pour dire quelques mots. Sa voix, bien que tremblante, résonna fermement. Pendant longtemps, j'ai vécu dans l'obscurité, pensant que personne ne se souciait de moi. Mais aujourd'hui, je vois que la lumière a toujours été là. Elle avait juste besoin de quelqu'un. Comme Clara pour me montrer le chemin. Toute la salle se leva pour applaudir, et Clara, les larmes aux yeux, ressentit une immense fierté d'avoir fait partie de ce voyage. Après la cérémonie, Ernesto et Clara retournèrent dans le jardin d'Elena, où ils avaient l'habitude de discuter. Tu sais, Clara, parfois je pense à combien tout aurait pu être différent si tu ne t'étais pas arrêtée pour me parler sur cette place. Clara sourit et leva les yeux vers le ciel étoilé. Je pense que c'était écrit, Ernesto. Peut-être que l'univers t'a mis sur mon chemin pour m'apprendre quelque chose sur l'empathie et courage, et tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour se battre pour quelque chose de plus grand, répondit Ernesto, une étincelle dans les yeux. Avec tant de victoires accomplies, Clara savait que la prochaine étape était de s'assurer que l'impact de leur lutte serait durable. La campagne « Dignité pour tous » ne faisait que commencer, et Ernesto, malgré son âge, semblait plus motivé que jamais pour continuer. Nous allons changer le monde, Clara, une étape à la fois. Nous sommes déjà en train de changer, Ernesto. Nous sommes déjà en train de changer.
Le soleil se leva avec une lueur spéciale ce matin-là. C'était le jour où Clara et Ernesto participeraient à la clôture d'un événement national célébrant les réalisations de la campagne « Dignité pour tous ». L'auditorium était rempli de personnes touchées par leur histoire, et l'impact du mouvement se faisait déjà sentir à travers le pays. Clara aida Ernesto à se préparer, ajustant la cravate simple qu'il tenait à porter. « Aujourd'hui, c'est ton jour, Ernesto. Tu mérites d'être ici plus que quiconque. » Ernesto regarda Clara avec des yeux embués. « Et toi, tu mérites encore plus. Sans toi, rien de tout cela ne serait arrivé. » Sur scène, l'énergie était contagieuse. Des leaders communautaires, des bénévoles et même des politiciens parlèrent de la manière dont la campagne avait transformé des vies, créé des lois et inspiré des changements culturels. Lorsque Ernesto et Clara furent appelés sur scène, le public les accueillit avec une ovation chaleureuse. Ernesto prit le micro avec des mains tremblantes, mais sa voix était pleine d'émotion et de force. Astérisque astérisque, pendant de nombreuses années, j'ai vécu sans espoir. Je pensais que ma vie avait perdu son sens. Mais aujourd'hui, en vous regardant tous, je sais que j'avais tort. Peu importe à quel point le chemin semble sombre, il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. La gentillesse de Clara me l'a montré, et maintenant, ensemble, nous aidons à illuminer la vie des autres. Clara, à ses côtés, parla également du fond du cœur. Astérisque astérisque, ce combat ne concerne pas seulement Ernesto ou moi. Il nous concerne tous. Il s'agit de la manière dont nous choisissons de nous traiter les uns les autres. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera la manière dont nous serons rappelés demain. J'espère que nous continuerons à nous battre, à aimer et à protéger les plus vulnérables, car c'est là la véritable marque de l'humanité. Le public se leva et applaudit, beaucoup essuyant des larmes, émus par leurs mots. Avec le temps, la campagne grandit encore, devenant un mouvement permanent qui continua à inspirer de nouvelles générations. Ernesto, malgré son âge avancé, devint une figure emblématique. Son visage était reconnu dans tout le pays comme un symbole de résistance et de dignité. Il passa ses dernières années entouré d'amour et de soins, vivant avec Elena et rendant fréquemment visite à Clara. Même dans les jours les plus calmes, il se consacrait à écrire des lettres de remerciement aux personnes qui avaient soutenu la cause. Un jour, alors qu'il était dans le jardin, Ernesto appela Clara pour lui parler. « Clara, je sais que mon voyage touche à sa fin, mais je veux que tu saches quelque chose. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as donné une raison de vivre. » Clara lui prit la main, essayant de retenir ses larmes. « Et toi, tu m'as donné un but, Ernesto. Ta vie a tout changé. » Quelques semaines plus tard, Ernesto s'éteignit paisiblement, entouré de sa famille et de ses amis. Ses adieux furent marqués par des célébrations de sa vie et de tout ce qu'il avait accompli. Lors des funérailles, Clara prononça un discours émouvant. Ernesto nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour se battre, jamais trop tard pour rêver, et surtout, jamais trop tard pour croire en l'humanité. Il nous a peut-être quittés, mais son héritage vivra à jamais. Après la mort d'Ernesto, Clara continua à diriger le mouvement « Dignité pour tous » avec l'aide de Santiago, Elena et d'autres alliés. Elle étendit l'initiative à d'autres pays, partageant les leçons qu'ils avaient apprises. Le nom d'Ernesto fut donné à plusieurs foyers et centres communautaires pour personnes âgées rénovés. Dans chacun d'eux, une plaque portait les mots qu'il avait prononcés sur scène lors de cet événement mémorable. Il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. Clara, désormais une femme internationalement reconnue pour son travail, ne perdit jamais la simplicité et le but qui l'avait guidée depuis le début. Dans chaque action, elle se souvenait d'Ernesto et de l'impact qu'un simple acte de gentillesse peut avoir sur le monde. Des années plus tard, Clara écrivit un livre sur son parcours avec Ernesto. Le titre était simple, « La lumière dans l'obscurité ». Le livre devint un best-seller, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Sur la dernière page, Clara écrivit « Ce n'est pas seulement l'histoire d'Ernesto. C'est l'histoire de tous ceux qui ont refusé d'abandonner, de tous ceux qui ont choisi le courage plutôt que la peur, de tous ceux qui ont cru que la gentillesse a le pouvoir de transformer le monde. Merci, Ernesto, de m'avoir montré la lumière. » Et ainsi, l'histoire d'Ernesto et de Clara ne fut pas seulement une lutte pour la justice, mais un rappel éternel que, même dans les moments les plus sombres, l'humanité a le pouvoir de briller.
Abonnez-vous à la chaîne maintenant et partagez avec un ami spécial. Et ne partez pas. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran final et continuez à vous inspirer avec nous.